OK. J'ai fait un autre. OK. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la session numéro 5 de iBarcamp. Et aujourd'hui, le thème, c'est à la rencontre des alumni CICCAF Micro de l'Université de Lomé. Et comme d'habitude, nous avons deux intervenants qui ont bien voulu mettre leur matinée à notre disposition et partager avec nous un peu leur expérience et point de vue. Donc, pour la journée, ce que nous aurons euh, à aborder comme point, c'est essentiellement euh, la vie au CIC après le CIC, ce que les étudiants deviennent, les plus de la formation, qu'est-ce qui fait du CIC et sa particularité, ce qu'on peut améliorer au niveau du CIC, donc euh, les, les moins par rapport à ce qu'on a découvert des années après avoir quitté les bancs. Quelques anecdotes, et il y en a toujours, et il y en a même qui traversent des années, quelles que soient les promotions. Il y a certaines personnes, certaines matières, certaines situations que presque tous les étudiants ont vécues, et on va en parler. Un petit clin d'œil aussi à l'EPL, l'École polytechnique de Lomé, si nous avons du temps. Suivra la partie des questions des participants, des, des apports aussi des uns des autres. Nous espérons qu'il y aura pas mal d'étudiants du CIC en ligne. Et à la fin, ce seraient les diverses annonces et s'il y a des projets, initiatives, nous en parlerons. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les intervenants de ce matin. Donc, le premier, il est data engineer dans une boîte de consulting en France. Dans une vie antérieure, il a travaillé dans plusieurs sociétés en Afrique comme développeur et aussi comme administrateur système. Il se qualifie de multi-récidiviste dans des actions communautaires en Afrique. Il a participé à la création du Java User Group du Togo et à l'animation de ses activités et bien d'autres choses encore. Et vous avez peut-être pu le remarquer, mais il est très, très discret. Mais nous avons pu le dénicher pour ce matin. Bonne arrivée, Horacio Lassé à Siakole. Merci Sam. Merci de me recevoir sur votre plateau, je vais dire. Super. Alors, le deuxième participant, aussi un ancien étudiant du CIC, il est actuellement technicien responsable de la filiale Afrique de l'Ouest du groupe Visium, qui est une société française spécialisée dans la livraison et l'installation de solutions de sécurité. Donc, les scanners que vous voyez à l'aéroport, détection de traces d'explosifs, stupéfiants et bien d'autres choses. Et il est à ce poste depuis 2015 où il a porté plusieurs casquettes, technicien, support technique, administration. Et il a également effectué plusieurs voyages et bien sûr qui lui ont permis d'avoir des certifications et plusieurs formations. Il s'investit dans plusieurs projets aussi, que ce soit via Afrisure, une société fondée en 2019. Et à la base, bien évidemment, il a fait le CIC avec option maintenance réseau, où il a fait sa licence pro. Ben à côté, sois le bienvenu parmi nous. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là en tout cas. Exactement. Alors, un premier mot de chacun. Je vais laisser. Première impression, on demande de parler du CIC, de votre expérience du CIC. Quelle impression ça fait? Voilà. Oui, Horatio? Euh, Mes premiers mots, déjà, c'est je suis content de retrouver des activités comme ça où on parle de sujets plus ou moins divers et qui peuvent aider d'autres personnes aussi à se forger des expériences. Et
parlant du CIC, en gros, c'est une façon pour nous, plus ou moins, d'arriver dans le monde de l'informatique en étant en Afrique. On a les options de BTS, mais c'est BTS ou ainsi, mais c'est l'un des concours ou les deux concours qu'on fait généralement quand on veut arriver sur le campus. C'est soit on tente le concours de l'ANSSI ou soit on tente le concours du CIC. Le concours du CIC a une particularité avec les tests psychotechniques et tout le reste qui font pas partie des autres et qui font sa particularité. Ce qui fait qu'on se retrouve plus ou moins avec des profils similaires. Et maintenant, après, dans le monde de l'emploi, il, il y a une bifurcation. Chacun essaie de se faire sa propre expérience, mais ça laisse des années inoubliables de 2 ans. Nous, on a fait 2 ans, on a fait en DVT, donc ça nous a laissé 2 années inoubliables de vie en commun, je vais dire, d'une certaine façon, Guillaume. Et ça laisse des amis et des camarades à vie. Ben, première impression? Je dirais la même chose, hein, parce que moi, je dirais que c'était l'ambiance au CIC était bon. Sur le moment, on passait de bons moments, et puis après, on se dit c'était quand même cool quand même à l'époque. On se plaignait de certaines choses, mais à la fin, on se dit quand même que la camaraderie qu'il y avait, parce qu'on avait, comme Monsieur Horacio l'a dit, on était tous un peu dans cette même mentalité-là, donc on s'entendait très bien, on avait de belles années. On était tous, on va dire, unis contre l'adversité de certains profs, mais voilà, c'était de belles années. Voilà, que dire de plus? Voilà là où on en est maintenant. D'accord. Alors, première question que l'on se pose, surtout quand on est nouveau, qu'on arrive au CIC, c'est que deviennent les aînés, que deviennent les étudiants de façon générale après, je suis tenté de dire après 5, 10, 15 ans, parce que généralement, euh, il y a une première vague qui devient quelque chose. 5 ans après, ces mêmes personnes, il y a une, un peu comme un dispatching qui se fait. 10 ans après, c'est encore autre chose. Donc, des contacts que vous gardez avec les promotionnaires ou les anciens étudiants, que deviennent les étudiants du CIC 5, 10, 15 ans plus tard? Ou si vous avez une autre façon de diviser les étudiants par profil, voilà quoi. Horatio? Oui, donc je vais dire, ça dépend aussi de ce qui est fait juste à la sortie. En fait, l'élément déterminant, c'est ce que tu fais juste à ta sortie déjà. Sur ton stage de mémoire. Ça, on le voit comme étant pas important, mais c'est les premiers pas dans la vie active qui déterminent plus ou moins ce que tu vas faire. Et donc, à la fin de ce stage de mémoire, il y a encore une autre séparation. Le tout premier, c'est j'ai envie d'avoir mon diplôme et il est certain, ils trouvent une vocation et donc ont envie de poursuivre et d'autres, après, on trouve d'autres chemins. Donc, on partira de là. Ceux qui, à la sortie, font un stage dans un domaine qui les intéresse et après continuent ce chemin-là. Ensuite, il y a ceux qui, dès la sortie, après avoir validé leur diplôme, vont faire carrément autre chose aussi. Donc, de mes collègues aussi, il y en a quelques-uns comme ça qui sont partis direct dans carrément autre chose, quoi. Euh, et après, donc, en fonction de ce que tu fais dans l'informatique, de ce à quoi tu touches beaucoup plus, en fait, tu as des affinités. Donc, il y a des professionnalisations dedans. Donc, c'est soit tu fais du dev, tu fais autre chose. Après, nous, à notre temps, le mobile n'était pas aussi développé que ça, mais là,
tu vois, il y a toute une pléthore de choses. Et donc, si soit ça te plaît, tu essaies de l'approfondir et d'aller plus ou moins loin dedans. Donc, ça, je peux te dire les 3, 4 premières années de la sortie, c'est ça. Mais il y a un truc qui rattrape rapidement dans le monde professionnel, en tout cas dans le monde francophone, c'est quand tu as envie de progresser, tu vois un plafond de verre qui ne se dit pas à l'école, c'est un bac plus 5 qui t'empêche de faire un certain nombre de choses, quoi. Euh, en tout cas, dans le monde francophone, pour partir du cadre de technicien à celui de cadre ou de cadre d'entreprise, il te faut ce gap-là forcément. Et c'est difficile de dire, je le fais avec 10 ou 20 ans d'expérience pour passer ce cap-là. Alors que l'écart techniquement n'est pas forcément grand. Mais si tu repasses pas ce cap scolaire, donc comme je le refais autrement, le CIC, c'était au départ en DUT, peut-être une licence pro, et après ils font là maintenant une licence. Mais le bac plus 5, à proprement parler, a été une chose qui me manque beaucoup au CIC. Donc tu te retrouves dans le monde du travail capé par ça et à ne pas comprendre comment est-ce que tu peux t'en sortir techniquement, mais que ce soit le diplôme qui te bloque. Donc là, après aussi, il y a d'autres types d'horizons pour pouvoir essayer de combler ce cap-là. Et aussi, des fois, tu peux tourner en rond professionnellement sur ce que tu peux faire sur le monde de l'emploi en Afrique. Et donc, tu vas vouloir aussi trouver d'autres horizons. Donc, globalement, c'est ça. Donc, si je dois le mettre dans un axe temporaire, c'est tu as ta sortie de diplôme, tes premiers appétences avec le monde professionnel, ce que tu es censé faire. Et donc, soit tu aimes, tu n'aimes pas, tu biffes le coup, tu as d'autres opportunités juste à la sortie. Donc, au bout de 3, 4 ans, en étant dans le domaine, tu commences par avoir d'autres plafonds de verre. C'est soit tu dis, je continue, j'affine mes expériences, ou soit tu dis, OK, je pense que je peux upgrader, je peux aller faire autre chose. Et donc, il y a d'autres horizons qui peuvent s'ouvrir, soit tes cours à distance, soit retourner physiquement sur les bancs. Et donc, ça ouvre des ramifications comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est à la sortie du CC, tu deviens technicien, soit dans les boîtes de la place. Après, tu essaies de progresser soit dans l'entreprise, directement, si tu n'as pas le blocage du diplôme, ou soit tu essaies de pouvoir l'upgrader, ce qui te peut aussi trouver d'autres horizons. Sans parler d'autres professions directes, c'est ce que moi je peux dire dans un premier temps. Je libère la parole à quelqu'un d'autre si vous prenez. D'accord. Alors, Ben, est-ce que, je vais Oui. poser la question autrement, est-ce que déjà sur les bancs, toi, par exemple, tu avais une idée de ce que tu allais faire plus tard? Parce que je me rappelle, à une époque donnée, même jusqu'au moment du DUT, en dernière année, il y en avait qui n'avaient pas du tout idée, non seulement de ce qu'ils faisaient déjà, mais de ce qu'ils pouvaient encore faire après aussi. Donc, est-ce que c'était ton cas aussi, ou bien déjà, avant de partir du CIC, tu avais une idée plus ou moins de ce que tu allais faire? Je dirais que non, je n'avais pas idée de ce que j'allais faire et je pense qu'on était nombreux dans le cas, hein. On n'avait pas de but précis. On était comme des enfants avec des rêves. Et vite fait, quand tu finis, la réalité te rattrape, en fait. Parce que c'est comme l'enfant à qui tu demandes, tu veux devenir quoi plus tard, il te dit, je veux devenir pilote, je veux devenir astronaute. Ben, à l'époque aussi, on rêvait voilà, d'être des Mark Zuckerberg, des Bill Gates. Enfin, c'est des rêves.
voilà, c'était la plupart d'entre nous, on avait ce genre d'objectif. Maintenant, d'autres avaient peut-être des trucs plus précis, mais je pense qu'on n'était pas nombreux dans le cas. Mais l'objectif principal quand on était au CIC, c'était déjà de valider nos unités, les unités d'enseignement, parce que c'était vraiment le truc. Après, on verra. Maintenant, certains avaient leur passion aussi. Et le CIC a vraiment permis à beaucoup de personnes de savoir exactement ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment faire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, ben, tout le monde n'est pas devenu informaticien ou n'a pas forcément fait carrière dans les domaines dans lesquels ils ont été formés. Moi, j'en connais qui sont devenus communicants, j'en connais qui sont devenus, qui sont artistes, hein. J'en connais, voilà, chacun au cours de ces années s'est dit, voilà, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, je préfère cela. Et puis, je pense que c'est un peu l'idée aussi hein, de l'université, c'est trouver sa voie. Et donc, voilà, voilà un peu ce qu'on s'est dit une fois sorti. Quand tu finis tes unités d'enseignement, par exemple, tu es presque à la fin, la première chose que tu cherches, c'est déjà un stage, ben, comme un peu tout le monde, un stage, un travail, quelque chose à faire au moins. Et les voies s'ouvrent petit à petit, au fait. Les voies s'ouvrent petit à petit. On ne sait pas exactement ce que ça va être. On sait juste que maintenant, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, aujourd'hui, je dirais que 10, bon, banalement, on va dire presque 10 ans plus tard, euh, voilà, il y a certains qui étaient rentrés, qui sont à leur poste toujours jusqu'à maintenant, comme moi par exemple. Il y a certains qui ont fait voilà, diverses sociétés qui ont eu à faire ceci, ça n'allait pas, ou bien ils ont trouvé mieux, ils sont allés ailleurs aussi. J'en connais qui sont de ma promotion, qui sont par exemple dans le domaine bancaire. Euh, voilà, je pense que tout le monde, après toutes ces années, ont quand même pu trouver un endroit où ils trouvent plus ou moins leur bonheur. Parce que si, voilà, si après 7 ou 8 ans, vous n'avez pas toujours trouvé quelque chose de stable et puis quelque chose où on se plaît vraiment, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que voilà, c'est, c'est, c'est un peu ça. Euh, D'accord. Je reste avec toi pour demander, c'est vrai que souvent, au-delà de la formation du CIC, il y a une bonne renommée que j'ai remarqué qui va avec le CIC. Est-ce que tu partages la même impression et quels ont été les points positifs de la formation? Qu'est-ce qui, selon toi, franchement, c'est grâce au CIC que tu as connu ça et tu es vraiment reconnaissant au CIC pour ça? Bon, alors le CIC, on va dire que la formation, ce genre de choses, tu t'en rends compte qu'après, en fait, quand tu commences à travailler, tu te rends compte qu'au CIC, ben, la formation, elle est générale, elle est la plupart du temps théorique. Bon, enfin, nous, quand même, quand moi j'étais au CIC, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais c'est vrai qu'avant, on n'était pas, c'est vrai, on n'était pas nombreux, mais malgré ça, voilà, c'était pas simple de souvent faire de l'application, même si je sais que les professeurs faisaient de leur mieux, mais voilà, la formation était générale, théorique. On vous donnait tout ce dont vous pourriez avoir besoin. On ne sait jamais. Et une fois qu'on se retrouve ben, sur le monde du travail, ben,
on va dire qu'on a déjà on a eu pas mal de situations au CIC qui te forment à certaines situations quand tu te retrouves dans le monde du travail. Et ce n'est pas forcément le côté technique, hein. C'est des fois le côté mental, voilà, où voilà, tout ce qui a en fait le CIC, on sait que dans certaines situations au CIC, bah, si tu n'es pas solide mentalement, voilà, ça te forme aussi mentalement, psychologiquement aussi à certaines situations. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a fait, moi, à mon niveau, la force de ma formation. Parce que une fois que moi, j'ai commencé par mon stage déjà dans la société dans laquelle j'étais actuellement, je n'avais pas forcément la pratique que j'étais censé avoir en tant que formé en branche maintenance et réseau. Je n'avais pas du tout cette pratique-là. Et on me l'a relevé directement que voilà, tu n'as pas la pratique, mais j'avais quelque chose, c'est que en cas de pépin, en cas de panne ou en cas voilà, de situation compliquée, je baissais rarement les bras. Voilà, j'y allais, euh, je cherchais, même si voilà, ça prenait du temps, mais on était toujours dans cette optique-là de chercher, de trouver. Et je pense que c'est entre autres ce qui fait ou ce qui faisait la force des étudiants du CIC. Et D'accord. voilà. Horatio, même impression? Euh, J'allais à plusieurs étapes. Donc, oui, la formation du CIC avait une réputation. En tout cas, pour mes premières expériences, le directeur, c'était à la société, le directeur, lui, à l'époque, il avait une politique de je recrute que des informaticiens venant du CIC. Bon, un peu rad comme truc, mais oui, on s'est retrouvé dans une direction informatique en étant 6 ou 8 à avoir fait le CIC venant de promotions différentes, ainsi de suite. Donc, une renommée, en tout cas sur le marché togolais. Je le dis comme ça. Et bon, je rejoins Ben sur la partie formation théorique. C'est OK, sur un certain nombre de choses, même qui étaient un peu basiques, sur lesquelles il fallait faire de la pratique, on ne le faisait généralement pas, mais ce qui allait de bien, c'est qu'il y avait une émulsion de groupe. C'est qu'il y avait des gens qui tentaient des choses, qui venaient dire aux autres qu'il y avait quelque chose qui se trouvait de l'autre côté. Et donc, ça faisait faire des exercices. Je vais te dire un exemple. On était en première année et Sam n'était pas au CIC, mais on a entendu parler de Sam qui faisait des codes, qui compilait, qui envoyait des gens dans l'espace. Il y avait une rumeur, il y avait une rumeur comme ça, mais juste ce que je peux dire, c'est qu'il y avait une émulsion du groupe qui pouvait compenser la partie je ne sais pas le faire ou j'ai pas eu la pratique. Et, et moi, très tôt, je me suis désintéressé du truc théorique qui n'avait pas de forme pratique. Donc, je me suis fait mes propres formations. Donc, à l'époque, on faisait du Pascal. Moi, je dis ce truc qui n'a pas d'interface graphique, sur lequel on s'amuse. Ça n'a pas m'amener loin. Donc, je suis allé prendre un autre livre de programmation sur lequel je m'amusais. Donc, ça faisait que tu venais dire à tes copains plus tard que j'ai essayé ce truc, ça allait, et l'autre va dire je vais essayer. Et comme on avait des machines super atomiques à l'époque, ça, ça pouvait faire de très, très bonnes choses. Donc, ce que je vais te dire, ce qui fait la force du CIC, c'est pas sa formation, c'est son concours d'entrée qui s'assure de prendre un certain nombre de profils
plus ou moins homogène et le fait qu'il y avait 30, pas au-delà de 30 personnes, ça faisait des classes compactes. C'est ça la force du CIC. Au-delà, dans la formation elle-même, il y a des choses à redire, mais c'est le concours d'entrée qui faisait sa force. Et qui, je pense que jusque-là, fait sa force de génération en génération. Parce que, comme je disais, à la CET, quand j'y étais, j'ai eu à avoir d'autres promotions de CIC, à recomparer les profils entre eux. Donc, c'est quasiment les mêmes choses. Et c'était ça qui fera aussi la force du CC. Donc, pour le dire comme ça, c'est le concours d'entrée. Après, ça crée un groupe compact. C'est comme, on va dire, c'est l'équipe du Togo de 2006 qui va à la Coupe du Monde. Et après, il y a des Adebayor et des Akasa et les autres Qui joueurs. sort du lot. Exactement. Alors, déjà, tous les deux, vous soulignez la partie théorique de la formation. Au-delà de la partie théorique, et je suppose que vous allez aussi peut-être parler de programmes pas toujours compatibles avec les réalités du moment, quelles sont les améliorations ou ce qu'on pourrait ajouter? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a la licence, il y a le master et bientôt le PL qui va ouvrir ses portes. Mais à supposer que le contenu de la formation n'a pas trop changé depuis que vous avez quitté le CIC, qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter ou qu'est-ce qu'on peut ajouter à la formation, que ce soit au niveau de l'encadrement comme du contenu? Horatio. Là, je vais me mettre dans les conditions. À l'époque, c'est qu'il fallait acheter un PC, il fallait faire un certain nombre de choses qui pouvaient être coûteux en termes d'investissement. Maintenant, OK, donc à l'époque, c'était compréhensible. Donc, il fallait trouver des astuces pour pouvoir faire de la pratique. Donc, c'est les moyens du bord. Et il y a un comédien qui dit, je suis en Afrique, c'est là où on compile du code sur du papier. Ah oui. Et on corrige le code. On corrige le code au bicouche. Mais Big up à Monsieur Akako, hein. donc, ça, c'est les réalités du moment. Et je pense pas qu'on pourrait changer grand-chose à cette partie théorique à l'époque. Maintenant, quand je me remets en disant qu'on est en 2022, je pense qu'on peut s'équiper autrement, on peut faire de la pratique autrement aussi sans se ruiner. L'autre chose, c'était de faire participer des professionnels qui codaient réellement, qui faisaient des choses ou qui font des choses en entreprise, beaucoup plus. Et nous, à notre époque, la seule personne qui nous avait donné cette vision-là, c'était M. Touré, le prof de Java. Je ne sais pas s'il a continué avec les autres promotions, mais il développait, il travaillait à la SECNA et c'est lui qui amenait la vision professionnelle du développement dans un certain nombre de choses, dans un certain nombre de pratiques que, au fait, le monde académique ne prenait pas trop au sérieux, ce n'était pas leur data, quoi. Et donc, ces cours étaient moins théoriques. Ils demandaient d'aller pratiquer un certain nombre de choses. Ils disaient, si tu veux faire ça, c'est ça. Si tu veux faire ça, c'est ça. Et on voyait beaucoup plus de concret. Donc, mais maintenant, sur ces parties théoriques, ce que je voulais dire, en ayant fait d'autres universités aussi, je vais dire que ça change pas beaucoup, quoi. Tu auras cette phase de théorique où tu sais que ça sert à rien. Après coup, hein, tu sais que ça sert à rien, mais c'est une étape sine qua non dans laquelle il faut passer.
Et l'autre côté aussi sur ces phases théoriques, c'est que quand tu te projettes et tu comprends ces niveaux d'abstraction, c'est que après tu sais faire toutes les pratiques. En fait, tu sais faire toutes les déclinaisons de pratiques. Je donne un exemple. Quand tu comprends la théorie du fonctionnement des bases en général, OK, tu peux dire je vais sur Oracle et tu vas dire comment est-ce qu'il fonctionne dans tel cas, comment est-ce qu'il fonctionne dans tel cas, comment est-ce que le MySQL fonctionne dans tel cas ou dans l'autre cas. Et donc, ça te donne une vision beaucoup globale des choses. Maintenant, il faut faire en sorte que la théorie ne te dégoûte pas d'aller toucher à la pratique. Donc, c'est ce niveau-là qu'il faut trouver. Mais ça, je pense que ça se trouve aussi au niveau individuel. C'est d'autres personnes ont besoin de ce niveau théorique pour avoir ce niveau d'abstraction pour pouvoir descendre. D'autres n'en ont pas besoin. Ils veulent la pratique pour monter au niveau théorique. Donc, il faut chacun arriver à trouver son niveau et une chose qui ne change pas en informatique, qu'on soit à l'école ou qu'on soit dans le monde professionnel, c'est ta pratique personnelle qui fera de ton bon ou moyen ou pas un très bon, quoi. Donc, depuis l'école, en tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre, il y a ta pratique personnelle, ce que tu aimes faire, comment est-ce que tu arrives à partir du truc qu'on te donne pour pouvoir dire je tire ce qui m'appartient ou ce que je veux faire. Donc, je pense qu'il y a des manques dans la formation. On peut refaire des choses mieux, surtout en termes de pratique là. J'ai par exemple, OK, on a fait des cours de SQL sans vraiment toucher à du SQL. Ça, par exemple, ça n'a plus de sens. On a des bases de données libres sur lesquelles on pourrait faire de l'application. On a plein de choses sur lesquelles où c'est pas le big rouge qui te dit que c'est faux, quoi. Et quand la machine te dit pum pum, tu sais que c'est pum pum, quoi. Et donc, ça te fait des heures de pratique avec toi-même où tu intériorises beaucoup plus ces choses-là. D'accord. Alors, je note qu'il faut, en termes d'amélioration, on peut organiser plus de pratiques. Par rapport au challenge de machines qu'il y avait à l'époque, on peut aujourd'hui s'équiper autrement. Et on peut aussi intégrer plus de professionnels, c'est-à-dire par rapport à chaque matière, ceux qui l'exercent vraiment dans leur métier de tous les jours, les intégrer dans la formation pour relever le niveau. Ben, est-ce que c'est les mêmes points ou bien il y a d'autres aspects qu'on peut aussi mettre en application pour améliorer la formation? Alors, j'aimerais rajouter juste quelques petits trucs. C'est vrai, il faut plus de professionnels quand même, des personnes qui sont sur le terrain, parce que eux, ils savent ce qui se passe en vrai, puisque quand quelqu'un vient se former au CIC, c'est pas forcément pour devenir enseignant, mais c'est pour apporter quelque chose. En société après, en société, dans une structure, au pays, si vous voulez. Et on va dire que les personnes les plus sûres ou les plus compétentes pour montrer ce dont a besoin le marché actuel, c'est les personnes qui sont déjà dans ce marché-là et qui font face aux besoins. Donc, eux, ils pourront, vis-à-vis de ce truc de ces programmes en général, piquer les vrais besoins qu'ils rencontrent sur le marché et ainsi l'inculquer aux étudiants. D'un autre point, je pense que la formation générale qu'il y a au CIC est basée, par exemple, sur le fait que tous ceux qui arrivent au CIC sont censés arriver au CIC en n'ayant aucun background en informatique avant. Donc, ça veut dire que quand on arrive au CIC, par défaut, on n'a jamais touché un ordinateur.
Et la formation est faite, ou le programme est fait dans ce sens-là. Comme ça, tout le monde se retrouve, les personnes qui s'y connaissent comme les personnes qui ne s'y connaissent pas. Mais par défaut, si on arrive aujourd'hui, on est en 2022, hein, si on arrive au bac et on n'a jamais touché à l'outil informatique, bah, c'est nos réalités du pays, on peut pas refuser. Mais si on arrive au bac et qu'on ne sait pas enfin, ce que c'est qu'un ordinateur, on n'y a jamais touché, forcément, on est obligé de commencer par une formation générale, en fait. On peut pas voilà, le programme du CIC, je pense que c'est difficilement changeable à partir de la première année parce que ce serait difficile de commencer par des trucs précis sans commencer par le général, alors que parmi les étudiants qui arrivent, ben, il y en a qui n'ont jamais, voilà, qui n'ont jamais touché un ordinateur, à moins d'aller dans un cyber. C'est du public, donc il y a des cas. Encore aujourd'hui, il y a des choses comme ça. Et donc, je pense qu'à la base, il faut peut-être revoir un peu tout ça. Moi, je me souviens quand dans notre promotion, les meilleurs qui s'en sortaient, c'était ceux qui avaient déjà des bases en informatique, qui déjà, avant le bac, touchaient aux ordinateurs, savaient ce que c'était. Moi, je me souviens, on avait un collègue qui avait eu le bac informatique au Rwanda, je pense, il est venu chez nous. Euh, tout ce qui se passait avec les formations en informatique, ils s'ennuyaient parce que c'était pas leur dada, mais c'était les meilleurs quand même dans beaucoup de matières. Donc, c'est dire que je pense que même si on dit qu'il faut qu'on change le programme du CIC ou bien qu'on rende les trucs plus particuliers, ce sera difficile pour le CIC de le rendre plus particulier. Maintenant, côté pratique, oui, il faut ajouter plus de pratique, mais là aussi, je pense que ça va être compliqué à ajouter plus de pratique parce que j'ai cru comprendre que depuis quelques années, moi, de mon côté, quand je venais au CIC, au concours d'entrée, on était 15 par filière, normalement. Aujourd'hui, c'est plus 15. Je pense que le nombre de personnes ont doublé, ont triplé même, je pense, par filière. Donc, je pense que c'est une cinquantaine par filière, un truc comme ça, si je ne me trompe. Donc, c'est dire que, il faut dire que quelque part, on peut comprendre cette nouvelle politique parce que l'État veut avoir plus d'informaticiens. Donc, voilà. Donc, je pense que côté pratique aussi, ça ne va pas s'améliorer. Hein. Voilà. Donc, déjà, avec une trentaine, c'était compliqué. Alors, aujourd'hui, avec 100, j'ai quelques doutes. Donc, c'est compliqué quand on s'assoit et quand on pense à ça. Maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être parmi les participants des responsables qui, après, pourront donner leur avis, mais je pense que s'il faut apporter quelque chose de vraiment nouveau et de vraiment tangible au niveau du CIC, c'est vraiment, il faut changer tout dès la base. Dès la base. Sinon, on va pas s'en sortir, je pense. Certains s'en sortiront, mais pas tout le monde. D'accord. Alors, quelques faits marquants, anecdotes. Là, je reste avec Ben. Quelques 2 ou 3 faits marquants du CIC. Oh, c'est c'est l'ex-from. C'est l'ex-from souvenir. Ouais, il y a plein de faits parce que, comme Monsieur Lassé l'a dit, nous, on était arrivés, c'était très homogène au fait. On se comprenait, on s'est vite compris entre nous.
Je pense que quand on est arrivé, il venait, le LMD n'a pas débuté il y a longtemps. Donc, c'était pas simple. C'était pas simple parce que c'était les premières années et la mise en pratique était très compliquée. Et je me souviens que c'était l'une des rares fois où, à un moment donné, on a. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une grève? Non, ou à un moment donné, on a décidé de ne pas suivre les cours. Ouais. C'était un jour où voilà, on était venus, on était tous restés dehors et puis on s'est dit non, il fallait régler la situation parce que voilà, c'était pas par rapport à des yeux. Et le jour-là, je pense que le personnel du CC était un peu étonné parce que c'était pratiquement jamais arrivé. Parce que d'habitude, les étudiants de CC qu'ils avaient eu avant et même après nous étaient souvent entre Devenir. guillemets plutôt dociles et puis voilà, suivaient tout ce qui se disait. Donc le jour-là, c'était difficile. Je me souviens, il y avait un professeur qui est même venu nous dire non, faites pas ça parce que c'est jamais vu. Voilà, le CIC a une réputation et tout. Donc, bon, on s'en est sorti quand même. Indemne, on n'a pas eu de soucis avec l'administration par rapport à ça. Il y a eu plein de trucs. Et puis, nous, on n'était pas qu'orienté informatique, hein. On n'était pas qu'orienté informatique. On faisait beaucoup de choses. Par exemple, les semaines, on avait institué, enfin, je sais qu'avant, il y avait des semaines de l'étudiant, mais nous, quand on a commencé les semaines étudiants, on a essayé de varier un peu les choses. On ne mettait plus que de l'informatique et de l'informatique. On a essayé de, de créer des soirées. Euh, des séances de comédie aussi, parce que ouais, c'était la belle époque du... C'est devenu quoi, ce Comedy Club? C'était Alors, juste c'est ça le problème, café. parce que juste après qu'on ait quitté, ben, ça n'a pas fait vraiment long feu. Ça n'a pas fait long feu parce que je pense que chaque promotion a une particularité. Et si dans la promotion à venir, on n'a pas ce genre de mentalité, ben forcément, l'idée meurt à petit feu. Donc, parce que moi, je sais que notre promotion à nous, on s'entendait très bien avec les promotions antécédentes. On était plus ou moins complices, mais avec à partir de la deuxième ou troisième promotion qui venait après nous, c'était pas trop le truc parce que nous, on les trouvait un peu trop geek, trop focus informatiquement et on s'entendait pas. On s'entendait pas vraiment. Donc, des anecdotes, il y a plein. Je ne vais pas trop aller dans les détails parce que j'ai peut-être des collègues participants et j'aimerais pas qu'ils me tombent dessus après. Mais je pense que tout le monde a eu une expérience hein, quand on parle de Monsieur Adéhui, les histoires avec Monsieur Adéhui, les histoires d'UE à valider, les histoires avec Monsieur Madra. Je pense que tout le monde à un moment s'est retrouvé dans ces bureaux-là. Tout le monde sait comment ça se passe d'habitude et puis euh, voilà, je pense que tout le monde à un moment donné, même quand tu fais pas d'histoire, tu te retrouves quand même dans le bureau de M. Madra. Même quand tu cherches pas, c'est lui qui vient à toi. Donc, donc Horatio, quelques voilà. anecdotes. Mais je vais essayer de donner deux où le premier côté, c'est
pour moi, ça a beaucoup marqué, c'est comment est-ce que tu t'inscrivais à l'université à notre temps. Donc, c'était toujours à 25 000. Donc, après j'ai plusieurs marches, c'est revenu. Et quand on rentrait, ils voulaient le mettre à 50 000. Donc, Baba était là à l'époque, on est parti le voir. Et il a ramené ça. Il y avait 5 000. Maintenant, il faut aller t'inscrire. Et donc, c'était pas une inscription électronique, il fallait se lever, aller à la DAS. Donc, le truc simple, c'est tu te pointes à 6 heures et tu vois le monde qui est à la DAS à 6 heures. OK, ben, tu te dis, OK, ben, Yimoto viendra. Donc, on était là dans les rangs, comme ça, à de 6 heures jusqu'à midi. Donc, le caissier à midi, il fait tomber son truc. Il revenait à 14 heures. OK. Donc, les rangs se dispersent. Et donc, on se dit, l'après-midi, à 14 heures, on va refaire le rang. Donc, un type qui se pointe à 13 heures, il voit le truc, il voit les anciens rangs et il sait qu'il ne va pas pouvoir passer. À 13 heures, il crie les rangs, les rangs, les rangs. Et on reforme des rangs avec toutes les personnes qui se retrouvent à des nouvelles places. Et les rangs sont compacts, tu as l'impression de voler dans les rangs. On te sert de devant, on te sert de derrière, on se fait voler comme ça. Et quand tu fais ça, il y a certaines choses qui te font plus peur, quoi. C'est pas tu passes un peu de temps dans les rangs où il y a de petites choses. Quand tu te remémores ces histoires, tu te dis, ah, OK, on est passé pas très loin. Pour une inscription, on pouvait faire un truc hyper simple. On était dans des délires super compliqués, quoi. Il fallait faire 2 semaines avant de pouvoir s'inscrire. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, je ne sais plus si on donne toujours des aides aux étudiants. Je ne sais plus. Ben, à votre époque, je pense on donne toujours, mais on appelle plus ça, est-ce que c'est des aides? Je pense qu'on donne toujours des sous, hein, mais avec, ce n'est plus aussi, avec plus de réglementation, je pense. Mais il y a toujours des aides qui sont données. Maintenant, c'est des aides aux plus méritants, etc., etc., je pense. d'accord. Aux plus méritants. OK, à tout le monde, mais les plus méritants qui ont, voilà, ils ont une somme un peu plus élevée, hein, je pense. OK, le truc, c'est que nos aides étaient tombées et en gros, on envoie les bulletins dans chaque département et donc nos aides sont tombées et c'est parti au secrétariat du CIC. Et en gros, ils sont dit, OK, c'est le moment de prendre, on payait 20 000 pour la pratique de Linux. À l'époque, hein, donc, il fallait payer 20 000 pour avoir accès à la salle Linux. Et donc, une personne a eu l'ingénieuse idée de dire, qu'il ne rendait pas les fiches d'aide aux étudiants tant qu'ils n'avaient pas payé la salle Linux. Et un de mes bons copains a fait une crise, il est parti au secrétariat, il a dit, c'est quoi ces conneries-là? Il les a engueulés. Il dit, non, 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 si j'ai envie de payer, je paye. Ça, c'est mon nom qui est dessus. Vous n'avez pas le droit de bloquer ça. Ils les ont engueulés proprement et au secrétariat, ils ont voulu faire le show, mais à un moment donné, ils voyaient que ses yeux sont devenus rouges. Ils ont compris que c'était grave. C'était grave. Et à midi, ils nous ont donné nos bulletins. Allez payer, s'il vous plaît. donc ça, c'est avec un de mes potes. Je lui rappelle ça tout le temps. Quand il veut faire le malin sur moi, je lui rappelle qu'au CIC, il avait fait ça.
Et le tout dernier, ça c'est une anecdote d'art pour dire un peu le type tellement il nous a marqué. On était en train de faire des trucs d'algo en deuxième année. Et il y avait un de nos camarades qui disait, OK, c'est un string. Et Dar le regarde et dit, toi et moi, on n'a pas la même définition de string. et, et, on s'est mis à rire. Et juste pour dire une anecdote chez M. Dar, on s'amuse beaucoup aussi des fois à dénigrer nos professeurs. J'avais, euh, dans les activités du Java Group, au fait, on a eu deux personnes qui étaient venues de France. Et donc, on l'avait fait l'activité à UCAO. Donc, c'était Ida qui nous prêtait le carnet. Donc, à la fin, je les amène pour saluer Ida. Et donc, ils se mettent à discuter et Ida parle un peu de l'école. Ils venaient de la même zone. Donc, c'était la zone de Saint-Étienne. Et donc, Ida avait fait ses études là-bas. Et ils se mettent à parler de l'école et leur dit qu'il avait fait l'école nationale, j'oublie le nom, mais un peu dans la zone de Saint-Étienne. Et les gars sont mis comme ça à le regarder. Quoi. Parce que quand tu sors de ces écoles-là, tu es en fait, en France, il y a une classification des écoles et donc OK. c'est les tops des tops qu'on cherchait. OK. OK. J'oublie le nom, mais un peu dans ces écoles-là, ils étaient surpris de voir Ida parler de ça. Donc, c'est Hmm. à peu près tout. Super, super, super. Alors, il y a tellement à dire, mais on voudrait aussi, pour une fois, tenir dans les 1 heure, donc exprès, Ouais. euh, on ne rentre pas trop dans certains détails. Alors, il y a tout récemment la nouvelle qui est tombée sur les réseaux sociaux pour certains d'entre nous. D'autres, je suppose que c'est peut-être par les médias nationaux qui l'ont appris. Mais il y a une nouvelle école, École Polytechnique de Lomé, qui va ouvrir ses portes cette année. Je suppose que vous avez aussi lu ou peut-être entendu, écouté les émissions radio qui ont circulé un peu partout. Quelles sont vos attentes, connaissant un peu les challenges que vous avez vécu, que les juniors ont vécu après? C'est vrai que le CIC, de ce que moi je comprends, le CIC va être fusionné avec l'ANSSI. Quelles sont les attentes par rapport à l'EPL? Est-ce que tout s'annonce rose là? Est-ce que c'est la solution? Puisqu'on sait un peu les réalités de l'ANSSI pour avoir fait le CIC. Fusionner les deux euh, en 2022, quelles sont vos attentes par rapport à l'EPL Ben? Alors, je dirais que c'est déjà une bonne idée, le fait de fusionner ces deux, parce que on va dire que l'ingénieur informatique d'aujourd'hui doit savoir faire beaucoup de choses. Il faut le dire, parce que les besoins dans le monde sont énormes et ne sont plus aussi basés sur la spécialité. Aujourd'hui, quand on parle d'informaticien, et il doit savoir coder, pas peut-être avoir une énorme spécialisation en codage, mais il doit avoir une base en algorithme, parce que bah, moi-même, je suis en maintenance et réseau informatique, mais voilà, il m'arrive des fois dans mon boulot, au niveau de certains niveaux, bah, de me mettre à faire du codage industriel, ça arrive. Je pense qu'il faut un peu de tout aujourd'hui euh, pour faire l'ingénieur dans le côté technique. Donc, c'est un beau projet. Maintenant, on a entendu les émissions plus ou moins. Théoriquement, c'est beau.
Donc, on espère que, voilà, que dans la pratique, ça va se faire bien et que, vu que ce sont les premières années, ben, les étudiants qui y seront ne seront pas trop perdus. Parce que souvent, on sait que voilà, les premières années des projets, c'est toujours un peu, quelles que soient les prévisions, c'est toujours un peu à tâtons. Donc, pour moi, c'est un truc à saluer. Moi, personnellement, je ne m'y jette pas corps et âme pour le moment. J'attends 1, 2, 3 ans pour voir si les étudiants qui sont entrés ont perdu leur tête ou pas. S'ils sont toujours droits, donc on se dit que c'est une bonne chose. Voilà. D'accord. Horatio, attente par rapport à l'EPL? École polytechnique, c'est en gros, on va dire, on a ça dans pratiquement tous les pays sauf le Togo, quoi. Donc, ça peut faire du sens de dire on met notre pays dans la map des écoles polytechniques. Mais je suis plutôt sceptique quand on tente de mettre un nom sur quelque chose de vide, en fait. C'est de ça que j'ai surtout peur, qu'il ne fasse pas le contenu réel. Et comme je venais de le dire, ce qui faisait la particularité du CIC, c'était son concours d'entrée, qui faisait des profils un peu différents de ce qu'on pouvait trouver à l'ESI aussi. Donc, je ne sais pas si cette âme-là va être conservée dans ce grand ensemble qu'ils sont en train de former. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est bon d'avoir une école polytechnique, mais j'ai un peu du mal avec les avancées qui sont faites à l'université, un peu à marche forcée, quoi. C'est plutôt, on veut faire comme tout le monde et si ça doit broyer 10 ou 20 ou 40 étudiants, si au final on a notre école technique qui est sur la map, c'est bon. Donc, je ne sais pas si c'est la même logique qui va avoir derrière. Et aussi, de ce que moi j'ai lu, je n'ai pas suivi les émissions, c'est le ticket d'entrée. Quand tu mets un ticket d'entrée à 400 000, le truc ne permet plus à tout le monde de venir. Donc, déjà, c'est que ta politique du concours tel qu'il marchait avant, c'était 10 000, tu fais 10 000 et tu payes une petite somme. Après, c'est jouable dans ce sens-là. Donc, ce qui me gêne, c'est qu'en allant d'année en année, les conditions sont en train de se raidir pour ce type d'étudiant lambda qui n'a pas beaucoup de moyens, qui trouve toujours sa place quelque part. Je ne sais pas comment est-ce qu'un étudiant qui n'est pas aidé par ses parents va pouvoir trouver 400 000 à l'année. C'est ces petites choses-là qui me gênent. OK, c'est bon, l'école polytechnique, on pourra faire comme tous les autres. Mais dans les autres pays, il y a aussi d'autres choses qu'il faudrait aussi copier. Et quand tu as une scolarité forte, c'est qu'on t'aide à travailler pendant tes études aussi. Donc, c'est tout cette alchimie-là que je ne vois pas dans le programme, en fait. Et dans les trucs pratiques, c'est les conditions de stage. C'est-à-dire, il faudrait avoir plus de partenariats avec des entreprises et que les choses se fassent réellement. Si c'est toujours à l'étudiant d'aller demander à des entreprises qui vont te raconter en discours, nous, on ne prend plus des personnes de mémoire. Si tu veux faire ton mémoire, c'est plutôt à toi de nous payer ou des discours dans ce genre-là. Donc, c'est tout l'écosystème auquel il faut faire attention et à ne pas bouger juste une partie et à laisser pourrir l'autre. En fait, c'est bon d'avoir une école polytechnique, ça fait comme les autres, mais si le fait de faire comme les autres, c'est au détriment des étudiants ou de rendre le truc accessible à plus de monde, je serais un peu sceptique là-dessus, quoi. Donc, je ne connais pas tous les contours, mais j'ai peur parce que j'ai entendu un peu
de la partie licence, master, doctorat, où ça s'est fait à marche forcée, où tu attendais des choses, où tu te demandais comment des personnes qui, eux, à leur époque, ont bénéficié de scolarité plus ou moins abordable, ou même qui ont profité du fait d'avoir des bourses, soit au collège, soit au lycée, peuvent mettre en place des systèmes comme ça. Donc, c'est ce qui me gêne généralement dans cette approche. Je vais finir par une petite anecdote. Donc, à l'école polytechnique ici à Paris, il y avait en fait, ils font des semaines de l'étudiant africain. Donc, il y avait le ministre ivoirien du budget à l'époque, donc c'est un ancien de Polytechnique Paris. Et donc, il devait intervenir plus ou moins lors de cette journée-là. Et en gros, il expliquait ce qu'il avait demandé. Il est revenu à l'école et en gros, ce qu'il a demandé à la direction en place, c'est qu'il disait que je pense qu'il y a des Ivoiriens qui ont le même niveau que les personnes qui vont passer votre concours de Polytechnique, mais ils n'auront pas la possibilité d'avoir le visa pour venir concourir en France. Donc, ce qu'il a demandé à la direction de l'école, c'est d'ouvrir le concours en même temps qu'ils le font à Paris, de le faire sur un campus à Abidjan. Et de ça, je pense qu'il y avait 3 ou 4 Ivoiriens qui ont rejoint l'année où ils venaient faire la conférence. C'est ce niveau d'engagement ou ce niveau où quand tu passes, tu ouvres la porte à 3 ou 4 personnes que je trouve généralement pas dans la société togolaise. Et donc, j'ai peur que ce type d'initiative ne rentre pas dans l'idée de comment est-ce que j'aide les autres à monter. Donc, c'est ce côté que j'aimerais plutôt aussi qu'on encourage, nous, de notre côté, à dire, OK, à mon temps, c'était à ce niveau de difficulté. En partant, je ne dois pas le rendre plus difficile aux étudiants qui arrivent derrière nous, quoi. On doit le rendre plus facile pour eux. D'accord. Merci bien. Alors, il y a un étudiant comme Lando, ben, je ne sais pas s'il est en ligne. Il nous a fait un coucou depuis l'Inde. S'il est en ligne, s'il peut nous dire un mot par rapport à, je ne sais pas si c'est pour les études ou pour le travail, mais son expérience ou bien l'effet de la formation du CIC par rapport à son expérience en Inde. Peut-être la partie, les difficultés en anglais, est-ce que c'est l'anglais du CIC qui lui a permis de s'en sortir en Inde? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est en ligne. Sinon, une réaction de Asbat Bilaou. Bonjour à tous, merci pour les réponses et avis. Sur la question de la pratique, peut-être qu'il faut jouer sur l'équilibre théorique-pratique. On a par semestre en moyenne 10 cours. Ça va être dur d'allouer plus de temps à la pratique. Dans les 10 cours, il y a certains qui peuvent être regroupés ou voir la pertinence de certains cours. Ouais. Oui, allô? Oui, comme c'est à la radio. Ouais, Oui. je ne sais pas si je peux intervenir, mais ce n'est pas l'étudiant, enfin, ce n'est pas le camarade d'Aubé. D'accord. Si Allez-y. voilà, c'est ouvert. Voilà. En tout cas, d'abord, merci à mes camarades pour leur intervention donc, et surtout pour cette initiative donc, qui permet à nous, anciens étudiants, de pouvoir discuter sur les sujets comme ça. Vous pouvez vous présenter et la promotion? Oui, oui. Donc, je m'appelle Boris Alognon. D'accord. D'accord. Promotion 2011. D'accord. Donc, bon, actuellement, je suis à Paris, donc consultant en cybersécurité. D'accord. Avec une spécialité système de paiement électronique et bancaire. Donc, mon intervention porte sur la question, enfin, est-ce que lors de la formation, on a déjà une idée de ce qu'on fera après la formation du CIC? Tout d'abord, il faut dire que, bon, même avant le concours du CIC, hein, enfin, on a l'impression que les étudiants ne comprennent pas vraiment voilà,
le bien fondé ou enfin l'objectif notamment Est-ce que c'est chez moi uniquement, mais ça coupe? Non, Donc, ça coupe. voilà, on se base. Ça coupe, donc peut-être c'est à cause de la connexion. Là, vous m'entendez bien? Oui, là Ah maintenant, oui, c'est revenu. là, c'est mieux. Donc, je parlais en fait des deux options. Donc, GL et MRI. Donc, quand on est étudiant, vu que voilà, on ne maîtrise pas bien au départ là, le domaine informatique, parce que pour la plupart des gens, voilà, on est novice en la matière. Donc, je pense qu'il y a un véritable problème d'orientation. Et si cela peut être corrigé, hein, donc pour l'EPL, donc notamment avant même de faire le concours, bien juste au début hein, de la formation, de bien expliquer aux étudiants hein, la suite de la formation et les différents projets professionnels. Donc, pour la petite anecdote, moi, la personne qui m'a parlé même de la formation du CIC, quand on a fait la formation, il a choisi, hein, c'est un ami, il a choisi le GL parce que voilà, on se dit génie logiciel, tout le monde a tout de suite cette idée-là, génie. Donc, il a choisi génie logiciel. Moi, j'ai choisi le MRI. Et in fine, moi, j'ai réussi la formation, enfin, le concours, et lui, il n'a pas réussi le concours. Donc, finalement, il a dû faire l'IAI. Mais c'est pour dire, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui s'agglutinent hein, pour faire le MRI sans véritablement comprendre voilà, les projets derrière. Donc, voilà. En fait, typiquement, lors de la formation aussi, ce qui est bien, ce qu'il faut relever, c'est quand même que comme c'est une formation un peu voilà, généraliste, comme on l'a dit, hein, c'est comme un tronc commun où les 2 premières années, voilà, on faisait pratiquement toutes les mêmes unités d'enseignement. Donc, ce qui fait que les gens font peut-être MRI et après, ils s'en rendent compte que voilà, ils sont plus doués en développement et finalement, ils continuent en développement. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire sur cette partie-là. Donc, il y a vraiment un sujet d'orientation et que, voilà, tout de suite, dès qu'on commence la formation, on doit quand même avoir une idée du projet professionnel, de ce qu'on souhaite faire après, de se projeter hein, dans 3 ans, dans 5 ans. Et donc, cela peut véritablement permettre voilà, à nos jeunes frères de pouvoir affiner leur projet professionnel et s'épanouir dans ce qu'ils souhaitent faire, dans ce qui les correspond, ce qui s'aligne bien entendu sur leur personnalité. D'accord. Merci beaucoup, Boris, pour l'apport. Il y a Asbat aussi dans le chat qui disait qu'il y a des facultés où on a 5 ou 7 cours hors du Togo en moyenne. Les étudiants sont bien, la formation se passe aussi bien. On a 3 ou 4 cours de réseau, tout le parcours avec peu de pratique à chaque fois. Or, ça peut revenir à 1 ou 2 cours avec une bonne dose de pratique. Donc, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de revoir, par exemple, le nombre de matières, simplifier, revenir à l'essentiel pour pouvoir avoir plus de temps pour faire de la pratique. Alors, beaucoup de choses à dire, beaucoup de retours à faire. Je vais passer, en attendant qu'il y ait éventuellement une autre dernière intervention des participants. Il y a eu une initiative l'occasion fait le larron, d'un ancien étudiant du CIC qui va prendre la parole pour nous en parler. Monsieur Torwignon, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'agence MS-TIC en 2 minutes? OK. Merci beaucoup, M. Sam, pour l'organisation. C'est vraiment une belle occasion entre anciens étudiants de CIC de discuter, d'échanger des idées par rapport à notre école. Et de faire la promotion de ces anciens étudiants. Parce qu'actuellement, là, je vois mon affiche sur l'écran. C'est très intéressant. C'est une agence que nous avons créée en 2012, l'agence MSIC
M, c'est mathématiques, sciences physiques. S, c'est sciences physiques. Et puis, TIC, là, c'est technologie de l'information et de la communication. Donc, c'est en bref l'agence qui intervient pour faire la promotion des sciences et technologies. Donc, dans le milieu éducatif. Donc, le premier projet que nous avons piloté depuis 2012, c'est la répétition des cours dans les maisons. Donc, l'agence a essayé de recruter des enseignants depuis 2012 pour construire une base de données et de déployer ces enseignants, de les former d'abord par le biais des enseignants de l'université et les lycées en psychopédagogie pour pouvoir encadrer les élèves en difficulté dans les maisons. Parce que nous avons constaté que, de par le passé, nous avons des grands frères du quartier qui, lorsqu'on revient de l'école, qui nous aidaient. Parce que le niveau était bon à l'époque. Aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà eu son bac a déjà tout oublié. Ne veut pas encadrer son petit frère qui est peut-être en seconde ou bien ça là, surtout en sciences. Donc, nous avons d'abord, nous avons voulu aussi les étudiants qui sortent de l'université aussi, au lieu d'aller conduire Zémidan et autres là, et oublier tout. Lorsqu'on vous appelle pour une interview, vous n'avez rien dans la tête parce que vous avez passé tout votre temps à faire autre chose que ce que vous avez appris sur le banc de l'école. Vous avez appris l'informatique, vous avez appris peut-être la mathématique ou bien d'autres domaines, les sciences économiques. Maintenant, vous faites autre chose, les agents de sécurité, les choses qui ne concernent pas vraiment l'éducation. Le jour où on va vous appeler pour une interview ou bien pour un concours, c'est difficile de se retrouver, de se rappeler des notions. Alors, nous avons décidé de mettre ces diplômés-là dans le monde, dans leur milieu, dans ce qu'ils ont appris à l'école, de rester dedans, de continuer toujours par encadrer les élèves dedans. Ça permet de se recycler régulièrement, d'avoir de nouvelles notions et lorsqu'il y aura des occasions de passer des concours ou bien de passer un test, de réussir facilement à ces tests-là. Donc, ce qui a permis de découler, la plupart des gens qui se sont engagés dans ce projet-là, la plupart ont réussi déjà à leur emploi, la plupart ont gagné déjà, ont réussi au concours. Et ce qui fait chaque année, nous sommes obligés de recruter les diplômés sortis des universités et les former aussi. Il y a des enseignants qui sont déjà sur le terrain aussi, que nous formons et qui viennent aussi faire ces cours de répétition là pour les enseignants retraités, ceux qui sont déjà à la retraite, que ce jour et apportent ce jour leur appui pour que les élèves soient bien formés en sciences et technologies. D'accord. Voilà si vous avez, je ne sais pas si j'ai tout dit. Bon, voilà l'idée du projet qui a démarré en 2012. Nous avons déjà fait cette année 10 ans déjà. Et les gens qui ont déposé leur candidature pour le projet atteignent 5000 déjà. Nous avons sélectionné certains parmi eux que nous avons déjà formés, qui ont travaillé avec nous. D'autres sont partis, il y a des gens qui sont en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres sont rentrés dans la fonction publique. Et pour assurer la pérennité, chaque année, nous formons toujours, on lance toujours un recrutement et on sélectionne les gens pour la formation et faire l'activité avec l'agence. D'accord, super. Bon, c'est une belle initiative. Excusez-moi, hein, pour les parents, du côté là où on déploie les enseignants dans la maison, les parents sont... comment ça se fait? Lorsqu'on déploie un enseignant dans la maison, il y a un contrôle qui se fait, un suivi qui se fait dans la maison pour voir si le travail avance bien. Donc, au niveau de l'agence, nous avons les contrôleurs en psychologie, nous avons des contrôleurs, des agents contrôleurs qui vont passer, vérifier ce que l'enseignant fait. L'enseignant doit produire un rapport à la fin de chaque mois sur ce qui se fait dans la maison. Est-ce qu'il y a une évolution? Lorsque l'enseignant passe pour travailler, chaque jour, il y a une fiche qui doit émerger, ce qu'il a fait dans la journée. Le parent doit vérifier tout. Donc, c'est l'organisation dans la maison aussi que je veux ajouter et ce qui intéresse beaucoup les parents à nous confier leurs enfants.
D'accord, super. Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps, malheureusement. Peut-être on verra comment est-ce que soit par rapport à une thématique de e-Barcamp, vous faire revenir pour parler de cette initiative. Oui. Juste une question. Depuis 2012, vous avez eu à répéter combien d'enfants en moyenne? Juste pour avoir une idée. En moyenne, pas 200 enfants par année. Hein. 200 Donc, on est enfants. dans les 2000 enfants. Le 2000. Ouais. Super, Ça peut dépasser, mais c'est la moyenne. super. Mhm. D'accord. Merci beaucoup d'être passé pour nous parler de ce projet. On verra dans quelle mesure en reparler. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de la session d'aujourd'hui. Un dernier mot de nos intervenants. Horacio? Et merci à toi, Sam, d'avoir pensé à ce thème et d'avoir organisé ce panel. Donc, c'est un plaisir pour moi de revoir certains que je connaisse, d'autres un peu moins, mais de repartager l'expérience un peu de ce qui s'est passé aussi. Donc, si ça peut aider d'autres personnes à trouver un peu leur voie ou avoir des similitudes. Donc, ça a été un plaisir pour moi de partager ces une heure et demie avec vous, en espérant avoir d'autres initiatives. Ben, dernier mot. Oui, alors, ben, je dirais que ça a été un plaisir déjà de communiquer et que bon, les participants aussi ont pu peut-être recevoir quelque chose ou bien ont pu participer aussi ensemble avec nous. Et peut-être que pour des prochains thèmes, oui, on pourra mieux spécialiser les discours. Sinon, c'était un plaisir. J'ai vu même dans l'eau aussi un ancien de ma promotion, Monsieur Madali, je te salue. Donc voilà, espérons que ben, il y aura toujours des projets du genre. Et voilà, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on est tous d'accord que le CIC, c'est une école de référence quand même, malgré tout, et qu'on espère que ben, malgré les changements, les modifications et tout, ben, on aura toujours quand même cette qualité de formation-là voilà, qu'on lui a toujours connue. Voilà. OK. Merci. Alors, nous pensons, il y a diverses idées actuellement, mais nous allons voir dans quelle mesure, un peu comme ça s'est fait déjà avec différentes personnes, différentes promotions, organiser des rencontres virtuelles, vu que beaucoup aussi sont à l'extérieur, mais vu le nombre important de personnes ressources que constituent les anciens étudiants, si on peut faire une journée, peut-être pas sous la bannière de e-Barcamp, mais une journée, carrément même une demi-journée, peut-être avec plusieurs sessions où les jeunes étudiants peuvent poser des questions aux aînés, parce que ça a toujours été en plus, en tout cas à mon avis, de voir ce que la formation donne 10 ans, 5 ans, 20 ans plus tard. On verra si on arrive à mettre en place une initiative pareille, vous serez informés. Le prochain thème aura lieu le 24 septembre, e-Barcamp, et les deux sessions qui vont suivre vont être des sessions de ressources humaines, RH. Donc, le prochain thème sera comment mettre en place son plan de carrière. C'est un challenge que l'on a et sur les bancs, même après avoir quitté. Aujourd'hui, où on a beaucoup que ce soit les modules de formation, les postes, c'est énorme. Ce n'est pas évident de savoir comment définir son plan de carrière. Donc, nous aurons l'occasion de discuter avec un directeur de cabinet de ressources humaines sur comment mettre en place son plan de carrière. Et donc, le rendez-vous, c'est pour le samedi 24 septembre sur Zoom, comme d'habitude. Nous allons faire circuler l'information très bientôt aussi. Nous espérons vous avoir parmi nous pour ceux qui vont suivre après l'enregistrement aussi. Merci donc et bon week-end et à la prochaine. Bye bye. Merci, au revoir. Merci. Voilà.